Il y a 2 mois de cela, j'ai mis en ligne ma prise en main de la Switch 2. Je l'avais depuis 3 jours et je n'avais pas été capable de me prononcer sur son intérêt. Désormais, j'y vois un peu plus clair et je pense que cette vidéo ne va pas faire plaisir à tout le monde. J'ai envie de commencer par le positif, parce que oui, elle a des arguments, la Switch 2. Et le plus important de tous, finalement, c'est son format. Vous n'apprendrez rien, la Switch 2 est beaucoup plus grande que la première Switch. Ou même que son modèle OLED. Elle gagne donc en confort avec un écran plus grand, mais aussi en encombrement. 30 mm de plus en largeur, 64 mm de plus en hauteur, elle est massive. Oui, elle l'est, mais sans l'être. Comme toujours, tout est une question d'échelle et de perspective. Il y a en effet un point qui ne change pas. L'épaisseur. Le boîtier reste calé à 13 mm. La Switch 2 a beau être plus généreuse, elle est aussi la plus compacte des consoles portables actuellement disponibles sur le marché. La ROG Ally par exemple mesure près du double en épaisseur. Même chose pour le Steam Deck, la MSI Clo 8AI+, ou la plupart des consoles que vous pouvez trouver chez les constructeurs du secteur. Et ça, je vous le dis droit dans les yeux, cela change tout quand vous voyagez. Parce que quand vous avez le choix entre ça et ça, pour prendre l'avion ou même le train, eh bien vous choisissez forcément ça. Surtout que la Switch 2 a un autre argument à faire valoir. Ses contrôleurs sont détachables. Vous pouvez donc l'utiliser en mode déporté et la poser par exemple sur la tablette du train ou de l'avion. Le plus délirant étant que vous pourrez même passer un Joy-Con à votre voisin pour l'affronter sur votre jeu de prédilection. Et tout ça, une fois de plus, avec un minimum d'encombrement. Le pied est d'ailleurs bien pensé. J'avais peur qu'il soit trop fragile, mais ce n'est pas le cas. Et il permet en plus d'orienter la console dans l'angle de son choix. La Switch 2 n'est pas uniquement une console portable, c'est surtout une console transportable. Et en plus, une console à partager. Oui, mais la compacité a un prix. Le confort. La Switch 2 a en effet un inconvénient majeur. Elle est dépourvue de poignées. C'est bien entendu ce qui lui permet d'atteindre ce niveau de compacité, mais c'est aussi ce qui la rend très inconfortable sur de longues sessions de jeu. Les tranches des Joy-Con viennent s'appuyer sur le canal carpien, ce qui peut provoquer des engourdissements et même parfois des fourmillements, surtout au bout d'une longue période. Typiquement, le Steam Deck est beaucoup plus confortable grâce à ses poignées, mais sachez que vous pouvez régler très facilement ce problème. Comment ? Eh bien en investissant dans un accessoire. Cet accessoire, c'est lui et il vient de chez Amazon. Il m'a coûté une 30aine d'euros et il permet d'ajouter des poignées en glissant la console dedans. Les poignées en question sont démontables et le produit est livré avec 2 sets. Un avec des poignées lisses, un autre avec des poignées texturées. Cerise sur le gâteau, vous avez même 6 emplacements à l'arrière pour vos cartes de jeu. Et surtout, pas d'engourdissement, pas de fourmillement, problème résolu. Mais ce n'est pas le seul accessoire que je vous recommande. Si vous jouez beaucoup en mode déporté, vous serez aussi intéressé par les poignées de chez Fastnail. Elles rendront les Joy-Con beaucoup plus confortables en leur ajoutant des poignées et des gâchettes plus profondes. Et dans le même ordre d'idée, vous avez aussi ces accessoires de Tia Soleil qui faciliteront leur utilisation en mode souris. Et bien sûr, tous les liens sont en description. L'écran de la console est un peu plus grand. Nintendo a opté pour une dalle de 7,9 pouces. Il y a aussi du mieux pour la définition. Elle passe au Full HD, et donc au 1080p. Alors c'est sympa, mais cet écran est toujours entouré de grosses bandes noires et cela gâche la fête. J'aurais vraiment aimé que la firme Nippon aille un peu plus loin sur ce terrain. Alors oui, mais ce n'est pas le plus gros point noir de cet écran. Et non. Le vrai problème se situe ailleurs et plus précisément du côté de la technologie utilisée. La Switch 2 fait l'impasse sur la dalle OLED. Elle lui préfère une dalle LCD. Et même si cette dernière assure une compatibilité avec le HDR, elle sera très loin d'être au niveau d'une Switch OLED ou même d'un Steam Deck. Surtout qu'il y a 2 autres problèmes qui viennent s'ajouter à ça. La luminosité et les reflets. La Switch 2 ne dépasse effectivement pas les 390 nits, alors c'est évidemment mieux que la première Switch, mais ce n'est pas au niveau d'un Steam Deck. La console de Valve monte en effet à 600 nits. C'est hyper rageant, surtout que la console de Nintendo a tendance à beaucoup réfléchir la lumière, ce qui la rend du même coup très inconfortable en extérieur, ou même lorsque vous jouez dans le train à côté d'une fenêtre. Et puis franchement, il y a des choix qui sont très discutables, comme le fait de proposer du 120 Hz alors que sur les gros jeux, la console n'atteindra jamais les 120 images par seconde. C'est juste incompréhensible. Une très bonne transition pour aborder la question de la puissance, une question largement débattue mais qui a peut-être été prise sous un mauvais angle. Commençons par enfoncer une porte ouverte. Non, la Switch 2 n'est pas aussi puissante qu'une PS5 ou même qu'une Xbox Series X. Elle s'appuie sur une puce Nvidia développée
pour Nintendo. Une puce qui est composée d'un CPU de 8 cœurs et d'un GPU basé sur l'architecture Nvidia Ampere avec 1536 cœurs CUDA pour des performances proches de celles d'une RTX 2050. S'ajoute à la liste 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage extensible par le biais d'une carte microSD Express. La puissance est limitée donc, mais la Switch peut compter sur des technologies actuelles comme le DLSS ou encore le Ray Tracing. Si elle n'égale pas la New Gen, elle va donc aussi plus loin que la PS4. Et je préfère le préciser parce que beaucoup de gens ont pris des raccourcis en déclarant que la nouvelle console de Nintendo était au niveau de la PlayStation 4, ce qui est factuellement et objectivement faux. D'ailleurs, son architecture la positionne plus près de la PS5. En pratique, la Switch 2 est tout de même difficile à évaluer, Nintendo ne proposant pas d'outil de mesure du nombre de FPS. Cela étant, certains ont réussi à contourner le problème. C'est notamment le cas du site IGN qui donne pas mal d'infos très intéressantes. En mode docké et donc avec une sortie en 4K, la Switch 2 atteint les 40 FPS sur Cyberpunk en mode performance et les 30 FPS en mode qualité. Elle se montre donc plus efficace que le Steam Deck, qui se situe plutôt au niveau de la PS4. Sur No Man's Sky, elle monte encore plus haut pour atteindre en moyenne les 46 FPS en mode docké. Encore une fois, ses performances sont bien meilleures que celles du Steam Deck, ou encore que la PS4. La console de Valve, par exemple, ne dépasse pas les 30 FPS en moyenne sur le même titre. Alors ok, mais qu'en est-il des titres natifs ? Donkey Kong Bonanza, le plus récent d'entre tous, atteint le plafond défini par Nintendo. Il pourra donc monter à 60 FPS constants en 4K une fois la console posée sur son dock. Certains joueurs ont bien entendu évoqué des drop frames ponctuels, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas encore été en mesure de reproduire le problème chez moi. Jusqu'à présent, Bonanza a tourné sans le moindre ralentissement. Même constat du côté de Mario Kart World, il tourne lui aussi à 60 FPS constants une fois la console placée sur son dock, et ce sans la moindre latence. Du moins à condition de ne pas lancer une partie multijoueur. Si vous le faites, la console imposera arbitrairement une limite de 30 FPS. Autre limitation complètement aberrante, si vous jouez en LAN à la maison avec des copains, vous ne pourrez pas jouer à plus de 2 par console et par téléviseur. Merci d'ailleurs à Yacine et Cécile pour l'info. Alors je n'ai malheureusement pas de chiffres à vous donner en mode portable. Là, je ne peux que vous partager mes impressions, mon sentiment. Et mes impressions justement, eh bien elles sont très bonnes. Tout est très fluide, mais c'est finalement la constance dont fait preuve la Switch 2 qui est le plus agréable. Elle tourne bien, certes, mais elle tourne surtout bien tout le temps, avec un rendu très satisfaisant. Les textures sont fines, les contours sont nets et la console de Nintendo s'en sort très bien sur les éclairages et les effets de particules. Le meilleur exemple étant sans doute celui de Cyberpunk. Le rendu est très nettement au-dessus d'un Steam Deck, et ce en dépit de l'absence d'une dalle OLED. Et pour les jeux de la Switch 1, mis à jour avec un patch New Gen, qu'en est-il ? Alors j'en ai surtout testé un jusqu'à présent, à savoir Breath of the Wild. Il m'a profondément marqué et j'avais hâte de pouvoir le refaire sur la Switch 2. Très hâte même. Et une fois encore, les résultats sont là. Plus net et plus détaillé, la version Switch 2 est clairement au-dessus et elle permet également de gagner en fluidité. Il n'y a plus de ralentissement comme à l'époque de la Switch 1 et du coup, on gagne clairement en confort, surtout pendant les combats. La puissance est un critère important dans l'achat d'une console portable, mais il y a aussi une autre variable à prendre en considération, à savoir l'autonomie. Nintendo donne pas mal d'infos sur son site. On apprend notamment que la Switch 2 est équipée d'une batterie de 5220 mAh avec une autonomie comprise, j'insiste là-dessus, entre 2 et 6h30. Alors pourquoi un tel écart ? Tout simplement parce que cette autonomie va dépendre principalement de l'usage. Autrement dit, et si on en croit Nintendo, si vous jouez à des petits jeux indépendants, vous pourrez tenir plus longtemps. Et vous pourrez même atteindre et dépasser les 6 heures. Maintenant, en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Cyberpunk 2077 fait sans surprise partie des jeux qui consomment le plus, et la Switch 2 a tenu en moyenne entre 2h et 2h05 avant de rendre l'âme. Mario Kart, par contre, s'en sort un petit peu mieux. Ici, la console a atteint une moyenne de 3h15. Même chose pour Breath of the Wild. Un peu court pour traverser l'Atlantique donc, mais suffisant pour se rendre dans la plupart des capitales européennes. Si vous pensez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps sur des jeux moins gourmands, vous risquez d'être un petit peu déçu quand même.
Undertale par exemple viendra à bout de l'autonomie de la console en seulement 3h40, et ça en réglant la luminosité en moyen. Une fois encore, on est très loin des 6h30 d'autonomie maximale évoquées par Nintendo. Il existe cependant des astuces qui permettent d'améliorer un tout petit peu la situation, et elles feront sans doute l'objet d'une vidéo courte sur TikTok et Instagram, alors n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Mais cette autonomie réduite n'est malheureusement qu'une partie du problème, car derrière, la charge est aussi limitée. Elle est à un point tel que vous aurez besoin de 3 heures pour recharger complètement votre console, ce qui est juste délirant en 2025 et pour une batterie de cette capacité. Bref, si vous voyagez beaucoup, vous aurez besoin d'une bonne batterie externe. Et rassurez-vous, car je n'en ai pas à vous vendre. Privilégiez simplement les bonnes marques pour éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, le double connecteur USB-C de la console prendra tout son sens à ce moment-là, puisque vous pourrez choisir de la brancher par en haut ou par en bas en fonction de votre usage. Cette vidéo approche de sa fin, mais il me reste encore un point important à évoquer. La plateforme. Et là, vous allez sans doute me rétorquer que cela ne sert à rien parce qu'elle n'a pas changé. C'est exactement la même depuis la toute première Switch. Alors c'est vrai, et ça m'a d'ailleurs beaucoup déçu, du moins jusqu'à ce que je finisse par réaliser qu'il n'y avait en fait rien à changer. Tout est toujours une affaire d'usage. Et en matière de console, la nécessité fait loi. Lorsque vous prenez votre console en main, vous voulez vous retrouver en jeu avec le moins d'attente possible. Et ici, la Switch 2 est tout simplement imbattable. Elle est tout simplement imbattable parce qu'il ne s'écoulera pas plus de 2 minutes entre le moment où vous la sortirez de veille et l'instant où vous commencerez à jouer. Même le Steam Deck ne se montre pas aussi rapide, alors qu'il est déjà bien plus réactif que l'ensemble des consoles PC du marché. Et c'est exactement la même chose pour les mises à jour. Elles sont peu nombreuses et elles sont surtout rapides à installer. Et vous pouvez même décider de lancer vos jeux sans les faire si vous n'avez pas de temps à leur consacrer. Il n'y a pas de friction, pas d'obligation, et c'est évidemment un bonheur lorsqu'on est habitué aux appareils sous Windows. Et là, bien sûr, je n'ai pas besoin de développer parce que vous avez compris l'idée, la plateforme de la Switch 2 est pensée pour l'usage que nous faisons de la console. Nintendo a fait du Nintendo. Oui, mais il n'y a pas que du positif non plus. Le problème de la Switch 2, c'est clairement son manque d'ouverture. Vous n'avez accès qu'à son catalogue. Elle ne permet évidemment pas de faire tourner des jeux développés pour d'autres plateformes, mais elle ne nous autorise pas non plus à accéder aux services de cloud gaming du marché. Vous ne pourrez donc pas lancer le Xbox Cloud Gaming, pas plus que le GeForce Now. Il n'y a pas non plus d'applications tierces, comme YouTube, Netflix ou même Disney+. Et pour l'émulation alors? Les abonnés au Switch Online ont toujours accès à certains jeux de la NES, de la Game Boy, de la Super NES, de la Game Boy Advance et de la Nintendo 64, mais ils peuvent aussi compter sur une toute nouvelle venue, la GameCube. Proprement génial, sauf que le catalogue est encore assez limité, et il se structure actuellement autour de 4 titres, dont The Wind Waker. The Wind Waker qui, au lancement de la Switch 2, n'était même pas disponible en français. Fort heureusement, depuis, ça a changé, et Nintendo l'a mis à jour. En outre, d'autres jeux vont arriver prochainement, des jeux qui devraient beaucoup plaire aux inconditionnels de la marque. Je peux citer Super Mario Sunshine, que je n'avais d'ailleurs pas pu faire, mais aussi Fire Emblem Path of Radiance, Luigi's Mansion, ou encore Pokémon Colosseum. Et oui, mon accent anglais est toujours aussi pourri. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais il m'était impossible de boucler cette vidéo sans évoquer la politique tarifaire de Nintendo et le line-up de lancement de la console. La Switch 2 se négocie en effet à partir de 469,99€. Il faut cependant monter à 509,99€ pour le pack avec Mario Kart World. Une hausse tarifaire conséquente par rapport au modèle précédent. Il faut en plus ajouter à cela le prix des accessoires, 59,99€ pour la caméra officielle, 89,99€ pour la manette Pro 2, 49,99€ pour un Joy-Con supplémentaire. Pas les deux, un seul. Alors oui, c'est cher, mais c'est une augmentation logique. La Switch coûtait 329,99€ à son lancement, mais c'était en 2017. Et il y a donc 7 années de cela. Et depuis, tous les prix ont été tirés vers le haut, ceux de nos smartphones, bien sûr, mais aussi des consoles PC. Alors je ne dis évidemment pas que le prix de la Switch 2 n'est pas un problème. Une console familiale se doit normalement d'être accessible. Et là, clairement, elle ne l'est pas autant que le premier modèle. Mais pour moi, le vrai souci se trouve ailleurs. Ailleurs, et plus précisément du côté du line-up de lancement. Vous avez dû voir passer l'information, les ventes de la Switch 2 sont un succès. Elles ont dépassé la barre des 6 millions. Et le plus fou, c'est que Mario Kart World suit la même tendance avec près de 6 millions d'exemplaires vendus. Il a donc été acheté par quasiment toutes les personnes possédant la nouvelle console de Nintendo. Incroyable, non? Eh bien en fait,
Pas vraiment. Si Mario Kart World a autant cartonné, c'est surtout parce qu'il était la seule véritable exclue de la Switch 2 à son lancement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Nintendo a lancé sa nouvelle console au bout de 7 ans d'attente avec un seul jeu. Là, vous allez me dire que j'oublie Cyberpunk, Fortnite, Street Fighter 6, No Man's Sky, Bravely Default ou même Hades 2, mais bon, on les connaît déjà. Pire, on les a déjà tous faits, et même dans certains cas, tous finis. Il a donc fallu attendre le 17 juillet, soit plus d'un mois après le lancement de la console, pour voir débarquer un second jeu exclusif, Donkey Kong Bonanza. 2 jeux pour une nouvelle console que tout le monde attendait depuis près d'une décennie. Elle est là la folie. Alors oui, ces jeux sont très bien, mais imaginez ce qu'aurait été le lancement de la Switch 2 avec un nouveau Pokémon, un nouveau Zelda et un nouvel Animal Crossing. Là, Nintendo aurait tenu quelque chose. Et on peut même dire que Nintendo aurait mis le feu au marché. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Oui, la Switch 2 est géniale pour plein de raisons. Elle est belle, elle est compacte, elle a un écran honnête, elle fait tourner pas mal de jeux assez gourmands. Et en plus de ça, elle propose un format hyper bien pensé et peut-être même le meilleur du marché. Vous avez une console portable, une console transportable et une console de salon, tout ça dans le même produit. C'est une super machine, mais elle n'est pas encore mûre. Elle donne envie, c'est vrai, mais elle ne donne pas tout. Elle frustre autant qu'elle séduit. Et c'est pour ça qu'en l'état, je ne peux pas vous la recommander les yeux fermés. Pas maintenant en tout cas. Si vous le pouvez, attendez le modèle OLED. Sinon, attendez au moins que le catalogue de jeux soit un peu plus dense. Mais ce n'est bien entendu que mon avis et je suis tout à fait disposé à en débattre sereinement dans les commentaires qui suivent cette vidéo. C'est toujours intéressant de confronter son opinion et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de la nouvelle console de Nintendo. Par contre, j'insiste sur un point, je vous demande de rester courtois. Les commentaires insultants ou dénigrants n'ont pas leur place sur ma chaîne. Vous aurez un avertissement, pas deux. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, cette vidéo est très longue, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais quoi qu'il en soit, maintenant vous devriez y voir un petit peu plus clair. Et avant de vous laisser, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.